Les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l'épreuve, nous enseigne ce proverbe arabe. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient, ajoute un certain Sénèque. Sauf que lorsqu'elle se présente à nous, cette épreuve, ces épreuves, elles nous rendent vulnérables. Le roseau plie, mais comment faire pour qu'il ne rompe pas ? Et s'il rompait, comment le replanter ailleurs ? Bref, comment trouver la confiance en soi face aux épreuves ou la retrouver ? Eh bien, réponse, je l'espère, dans cette émission En quête de sens, avec mes 3 invités du jour qui sont Laurent Malo. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, scénariste, vous venez de publier votre petit dernier, Monsieur Antoine, qui est tout à fait chez XO, qui est tout à fait en lien, au fond, avec le thème de cette émission. Alors je disais qu'il y a un thème qui est très en vogue, certes, qui fait écrire, qui fait pondre les écrivains, mais au-delà de cela, c'est une question éternelle, hein, cette question qui est en lien avec votre livre, donc ce dernier roman, au fond. La confiance en soi ? Oui. Oui, on est un peu obligé. Hein. Sinon, on n'avance pas, sinon on ne fait rien, sinon on s'arrête. On est obligé, malgré les épreuves. Ouais. Alors, nous sommes également en compagnie de Julien Charles, que nous connaissons déjà un petit peu pour les auditeurs qui connaissent l'émission En quête de sens. Julien Charles, vous êtes thérapeute en logique émotionnelle, c'est ça ? Exactement. Vous êtes sexologue, coach, thérapeute de couple. Vous avez publié, vous étiez venu en parler dans cette émission, vous avez publié récemment Compostelle Thérapie aux éditions Larousse. Et puis le dernier, Nous irons voir l'Everest, journal vers l'espoir, qui a été édité plus fraîchement chez Erol. Et enfin, nous sommes en ligne avec Lily Rode. Bonjour Lily. Bonjour. Alors vous, de votre côté, vous avez publié cette histoire qui est la vôtre, J'ai mal mais je me soigne, souffrir n'est pas une fatalité, aux éditions City. Effectivement, la maladie est également... est-ce qu'on peut dire que c'est l'épreuve des épreuves, mesdames et messieurs, Lily Rode ? Qu'en pensez-vous ? S'il fallait classer, je sais que c'est très tendance et absolument affreux de classifier sur l'échelle de Richter, si je puis dire, le degré d'épreuve, la lourdeur d'une épreuve, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que la souffrance physique, la maladie est la reine des épreuves sur Terre, peut-être aujourd'hui en tout cas ? Alors, je ne sais pas, en effet, alors je n'ai pas eu de maladie, j'ai eu des douleurs chroniques, voilà. Mais c'est vrai que la vie apporte son lot d'épreuves, mais on en a tous, que ce soit dans notre vie quotidienne, sur le plan personnel, professionnel, émotionnel. Je ne sais pas si c'est tant l'épreuve elle-même, la nature de l'épreuve elle-même qui la rend plus ou moins lourde pour celui qui la vit, que son impact. Je pense notamment à la perte d'un enfant ou à la perte d'un conjoint. Je ne sais pas si on peut mettre une échelle sur les douleurs. Les douleurs sont des douleurs et elles sont réelles et elles sont profondes pour celles qui les vivent, pour ceux et celles qui les vivent. Oui. Donc je ne sais pas si on pourrait étiqueter la douleur ou la maladie comme l'épreuve ultime. Je pense que c'est vraiment un grand débat philosophique pour laquelle pour 52 minutes. Je pense pas être habilitée, oui, à donner une réponse. Julien Charles, en effet, souvent on dit il faut toucher le fond de la piscine. En fait, les phrases que j'ai citées, que ce soit Sénèque, on sent que ça vient de très loin, cette histoire de rapport à l'épreuve, c'est le rapport à la souffrance au fond, mais surtout à l'épreuve, parce que c'est quand même l'émission, le thème de l'émission du jour. Parfois on dit qu'il faut toucher le fond pour enfin se réaliser. Ce sont des phrases qu'on entend de temps à autre, ce ne sont pas que des phrases de bon ou mauvais gourou, mais ça veut forcément dire quelque chose, cette histoire. Oui, alors c'est marrant parce que dans mon livre, je pensais avoir touché le fond avec le deuil de mes parents, et en fait j'ai découvert que derrière le fond, il y avait toujours encore un autre fond, plus abyssal encore. Évidemment, je n'avais pas évoqué ça. Mais en fait, effectivement, je pense que l'épreuve peut permettre, quand on plonge dans les profondeurs de qui nous sommes, de faire jaillir notre vraie nature. C'est un peu une forme de renaissance, voire d'une nouvelle mise au monde. Ouais. L'épreuve, parfois, peut nous révéler. C'est ce que dit Sénèque, à votre avis, Laurent Malo, quand il dit effectivement seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve, enfin, se fortifient. C'est pas rien comme terme.
effectivement. Je ne sais pas si tout le monde se fortifie. C'est ça la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Oui, c'est très compliqué à ça et je pense que c'est une révélation de chacun. Et bon, là, on en parle, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça, mais puisqu'on parle de la maladie, puisqu'on parle des enfants, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu une enfant qui avait une leucémie et qui avait 2 ans et demi. Ça a duré plusieurs années et là, on marche sur les crêtes de l'enfer pendant plusieurs mois, plusieurs années. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est une épreuve terrible. Avant, je ne m'imaginais pas pouvoir passer cette étape-là. Pour moi, c'était impossible. Carrément. On s'effondre. Et pourtant, j'avais aussi une plus grande fille. Et pourtant, on l'a passé, on a continué à vivre, on a continué à avancer, j'ai continué à travailler. Curieusement, à ce moment-là, j'écrivais Lucky Loser, une comédie sociale qui est drôle. Et voilà, je pense que oui, on s'est révélé, mais je ne suis pas sûr que tout le monde y arrive. Je pense qu'on peut vite s'effondrer. Souvent, on s'est effondré avec ma femme, on a souvent pleuré, on a souvent perdu espoir. On est remonté, mais voilà, c'est nous. Et je suis pas sûr que ce soit tout le monde. Et pourtant, vos personnages, dans l'ensemble, je ne connais pas par cœur non plus en Malo, mais il me semble que vos personnages ont du ressort, ont du rebond en eux. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Bien sûr, mais ça reste des personnages de fiction. Oui, mais quand même. Et ça reflète la réalité. Mais encore une fois, tant mieux si on peut rebondir, si on peut avoir de l'énergie, si on peut passer les épreuves. Mais il y en a qui s'écroulent, il y en a qui subissent les deuils de plein fouet et qui s'en remettent jamais. Et surtout les deuils des enfants, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment ils font. Du coup, pour pas de suspense, avec ma fille, elle va très bien. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans maintenant, elle va très très bien. Et il n'y a pas de raison qu'elle n'est pas plus fragile qu'une autre enfant. Tout va parfaitement. Mais vous savez ce que c'est, vous êtes passé par là, par cette période en tout cas. Voilà, comme je dis, oui, j'ai marché près de l'enfer pendant quelques années, oui. Ouais. Et Monsieur Antoine, là-dedans, il est plutôt rebondissant, on peut dire. Il a du rebond, il a du ressort. Hein. Oui, mais et j'espère qu'il y en a plein des personnages comme ça. Et je pense l'être parce que j'ai confiance. Vous me posez la question sur la confiance en la vie. Oui, on est obligé. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Oui, Monsieur Antoine, il a cette énergie. Il est passé aussi par des épreuves. Il les cache. Elles vont ressurgir. Mais il en a besoin. Il est aussi en quête de rédemption. Il a besoin de passer outre ce qu'il était avant et de reconstruire une vie. Est-ce que je ne sais pas si tout le monde peut le faire. Il y a tellement de gens dépressifs, déprimés qui ne s'en sortent pas. Ouais, Lily Roth, ça pose de nombreuses questions. Alors, vous allez nous expliquer, parce que justement, ce livre n'a pas été écrit pour n'importe quelle raison. Ce n'est pas simplement pour raconter ces étranges douleurs que furent les vôtres, que sont les vôtres. Mais en quoi souffrir n'est pas une fatalité, alors, pour vous ? Alors, dans ce qui concerne les maladies de type neuroplastique, c'est un type de maladie qui a été reconnu par l'OMS en 2020. Ce sont les maladies qu'on appelait à l'époque les maladies psychosomatiques, qui faisaient parfois dire aux médecins, Madame, écoutez, prenez-vous en main, c'est dans votre tête. On s'est rendu compte que ce n'était pas dans la tête des patients, mais provoqué par le cerveau des patients. Donc, en effet, il n'y a pas de réelle lésion organique. Ce sont des douleurs, ce qu'on appelle cinématéria. Il n'y a pas de cause structurelle, pas de cause organique. Mais ce sont des douleurs vraiment réelles pour les patients qui les vivent dans leur chair, qui les vivent au quotidien et qui se sentent profondément seuls, alors que paradoxalement, nous sommes des millions dans le monde à en souffrir. Moi, ce qui m'a vraiment ouvert la porte de la guérison, et là, puisqu'on parle d'épreuve aujourd'hui, c'est justement cette épreuve de l'errance thérapeutique qui est, je pense, peut-être même pire que les souffrances dont je souffrais. J'ai été paralysée pendant plus de 6 mois, je ne pouvais même plus marcher, je n'étais plus du tout autonome pour quoi que ce soit. Et cette
errance thérapeutique d'entendre qu'on ne peut rien faire pour vous. Je pense qu'en effet, elle est pire que la souffrance physique. Cette souffrance et cette torture morale de ne pas savoir ni ce qu'on a, ni pourquoi on l'a, c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça que quand vous m'avez posé la question par rapport à l'épreuve, vous voyez, pour moi, cette épreuve-là, elle a été plus importante en fait que les souffrances que j'ai vécues. Ouais, le fait de ne pas savoir, de ne plus rien maîtriser au fond. Et ça, on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Julien Charles, le deuil en fait partie, évidemment, mais les épreuves en général de la vie nous apprennent l'inconfort de ne pas savoir, de ne plus rien maîtriser, de perdre le contrôle, quoi. Et aujourd'hui, on sait à quel point on n'aime pas ça. Oui. Avec tous nos clics, nos claques, nos téléphones qui nous font contrôler beaucoup de choses, mais pas tout. C'est intéressant ce que vous dites. On apprend des épreuves. Je pense qu'il y a un vrai apprentissage. En tout cas, ça a été mon cas. La confiance en soi, c'est la conviction en fait qu'on a des ressources pour faire face. C'est ça, définir peut-être la confiance en soi, vous n'avez pas tort. Et en fait, les ressources, elles sont là. Alors, à minima ou maximum en fonction de votre enfance et de votre vie. Mais quand l'épreuve arrive, il y a un choc, c'est une rupture. Et en fait, baisse de morale, au niveau du corps, la fatigue, qui entraîne des conséquences pénibles. Et si on ne réagit pas, ou si on n'en a pas le pouvoir, ni la force, puisque les forces manquent à ce moment-là, ça peut conduire à l'isolement et ça peut être catastrophique dans la durée. Ça a été mon cas dans le deuil de mes parents, puisque voilà, je ne savais pas bien souffrir et la souffrance était quelque chose que je voulais absolument contourner. Donc j'ai emprunté des chemins anesthésiants. Et puis 5 ans plus tard, la douleur était toujours là, encore plus forte. Et j'en ai tiré une conclusion. Qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. C'était la drogue, c'était quoi? C'était les anesthésiants. Les anesthésiants, c'est les rencontres éphémères, c'est la distraction, les soirées, l'alcool, ça peut être le travail à outrance, une fuite. Et j'en suis vraiment arrivé à cette conclusion qui était pourtant très inconfortable, à laquelle je ne voulais pas me plier. Il est inévitable de traverser la douleur et de l'accompagner, c'est-à-dire être son propre infirmier. Et la question qui arrive, c'est comment je peux agir consciemment pour me relever. Voilà. Ouais, consciemment pour me relever. C'est dit en 2 mots, mais alors, je pense que parfois il faut toute une vie. Et encore, ça ne suffit pas, Laurent Malo, pour comprendre ça finalement. Et c'est pas à la portée de tout le monde, mais ça c'est une question ouverte. C'est vrai qu'on aimerait bien que les auditeurs nous répondent. D'ailleurs, dites-nous sur la page de l'émission Quête de Sens ou sur notre Facebook, nos réseaux sociaux, si vous pensez que tout le monde, c'est assez à la portée de tout le monde, au fond, de retrouver le rebond, la confiance en soi pour, après une épreuve, après des épreuves. Souvent, elles n'arrivent pas seules. On est d'accord, Laurent Malo, les épreuves? C'est pas qu'un roman, c'est dans la vie, ça. Oui, c'est possible, ouais. Moi, je crois beaucoup, tant mieux si on peut arriver à s'en sortir seul, à trouver les remèdes, mais moi, je crois beaucoup à l'entourage. Pour revenir à l'épreuve que moi, j'ai vécue, on a été très bien entourés. Donc il vaut mieux être entouré. Pas par tout le monde, là c'est pareil, on fait un tri, mais très bien par nos parents, par mes beaux-parents, par des amis qui se sont révélés bien plus proches qu'on ne pensait, et puis par toute l'équipe médicale. Et ça, c'est hyper important. Tout seul, je tire mon chapeau à ceux qui s'en sortent seuls. Je pense qu'il faut avoir du monde autour de soi, il faut être bien entouré, parce que sinon on plonge. Et dans Monsieur Antoine, d'ailleurs, si lui, il arrive, il va redonner confiance à des tas de gens qui vieillissent mal, qui se laissent un peu aller. Mais lui, il en a besoin aussi pour affronter ces épreuves, même s'il le cache au départ. Et moi, je crois beaucoup à la communauté, au fait qu'on s'en sort, mais ensemble. Et quand on est bien entouré, c'est surtout ça, quoi. Il faut savoir l'empathie, l'écoute. Il faut savoir écouter la souffrance. Il faut savoir pas toujours la dramatiser. Il faut savoir comprendre et puis accompagner. C'est bien résumé, Lily Rhodes, selon vous, les étapes. Quelles sont-elles pour justement s'en sortir? Je pense que pour s'en sortir, en effet, c'est une combinaison d'énormément de choses. Et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que souvent tout nous tombe dessus en même temps. C'est rare qu'une épreuve arrive seule. On est d'accord. Voilà, exactement.
Par rapport au soutien, je dirais que à notre époque de réseautage et de connexion permanente, souffrir n'est pas simple parce qu'on va avoir accès à énormément d'informations, à des groupes de soutien, mais qui peuvent parfois avoir des effets pervers. C'est que dans ces groupes de soutien, et j'en ai fait partie, et j'essaye maintenant d'en faire partie, mais autrement, en apportant de l'espoir, on est entre gens qui souffront, qui parfois certaines personnes se permettent de diagnostiquer des choses sans avoir vraiment les compétences. Les gens qui se retrouvent là, en général, c'est qu'ils ne peuvent plus continuer leur vie comme ils la menaient avant. Et donc, on se retrouve entre gens qui souffrent et qui, finalement, sont dans une négative attitude qui est très compliquée pour s'en sortir. Alors, je ne sais pas s'ils se complaisent, mais ils sont tellement seuls. Je pense qu'ils viennent pas se complaire à raconter leur histoire. Ils sont juste vulgairement, comme on dit, au bout du rouleau et ils ont besoin d'en parler. Donc, ces groupes de soutien, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'une fois que les gens vont mieux, ils n'y retournent plus. C'est pour ça qu'avec le livre, là, j'ai vraiment été allée sur tous les groupes de soutien auxquels j'avais participé quand je souffrais, pour dire regardez à l'époque voilà ce que je postais et regardez maintenant ce que je poste. Et c'est vrai que ce qui est important dans toutes ces épreuves, c'est de réussir. On parle de la confiance. C'est difficile de gérer nos hauts et nos bas. On va lire une petite information sur Internet, on va prendre un rendez-vous avec un énième médecin qui soi-disant a les clés pour nous. Alors on va être dans une période d'euphorie où on se dit ça y est, c'est bon, je vais trouver les solutions à mes questions, et qui se solde en général par des gros downs où finalement ce énième médecin ne vous a dit que la même chose que les 50 autres que vous aviez vus avant. Et c'est vrai qu'à partir du moment où moi j'ai réussi à comprendre vraiment ce qui se passait dans mon corps, avoir les clés, c'est ça qui m'a redonné la confiance en l'avenir. Je me suis dit maintenant je comprends ce qui se passe, je vais pouvoir gérer ce qui se passe. Ouais, le rapport à la déception peut-être est-il à explorer en tout cas pour comprendre à quel point la confiance en soi se reconstruit pas à pas, mais surtout la désillusion, la déception, tout ça, il faut passer par-dessus cette espèce de vague qui peut nous accaparer dans tout type d'épreuves, licenciement, se retrouver avec un cancer, avoir un enfant malade, un deuil, une séparation, etc., etc. Bref, je vous propose de respirer quelques instants, si vous le permettez, avec ce Presto Quatuor à cordes en ut majeur 457 de Mozart. À tout de suite. Et voilà pour Mozart, nous voilà de retour dans cette émission Enquête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment retrouver la confiance en soi face aux épreuves, après les épreuves. Et puis, il y en aura peut-être d'autres des épreuves, ça s'appelle la vie en fait. Nous sommes en compagnie de Laurent Malo, écrivain et scénariste qui vient de publier son dernier roman, Monsieur Antoine, chez XO.
qui en vit bien des épreuves, mais qui arrive justement à créer du lien à partir de ces épreuves. On peut le dire comme ça peut-être. Julien Charles est avec nous également, thérapeute qui est sexologue, coach, thérapeute de couple qui a publié Compostelle Thérapie et qui revient avec Nous irons voir l'Everest, journal vers l'espoir chez Erol. Et enfin Lily Rhode, J'ai mal mais je me soigne, souffrir n'est pas une fatalité chez aux éditions Sidi. Julien Charles, effectivement, vous vouliez nous proposer à ce moment précis de l'émission 5 petites astuces, étapes pour bien s'en sortir. Vous, ça vous a aidé en tout cas à retrouver votre confiance en vous? C'est-à-dire, j'ai posé la question comment agir en conscience. Bon, j'ai longtemps cherché, hein, je vous avoue, parce que ça vient pas naturellement. Et alors, ce sont pas des astuces. C'est-à-dire que j'ai identifié 5 actions pour s'engager dans le rétablissement. La première, c'est l'acceptation de la réalité. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est quand même la plus importante. Il est important d'accepter, c'est-à-dire que le refus et la tentation de contrôler l'événement, c'est ce qui rend la peine insupportable. Voilà. Ensuite, il y a l'expression des émotions. Alors ça, c'est très important. Moi, j'ai écrit un journal intime, c'est ça l'histoire de Nous irons voir l'Everest. Ouais. Et j'ai pu user la force des émotions, c'est-à-dire que la parole, l'expression a un pouvoir libérateur. Troisième, c'est les rencontres. Parce que les rencontres dans les livres, parce qu'au début, on n'a pas forcément la force d'aller vers les autres. Et puis, tous ces personnages qui ont vécu des épreuves similaires, en fait, sont autant de fenêtres vers l'espoir et peuvent être des guides vers la lumière. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec les autres, qui est essentielle dans le rétablissement. Il y a, en quatrième, le mouvement. De préférence dans la nature, par la marche. Moi, je suis convaincu qu'en fait, la marche vient à bout des petites plaies comme des grandes douleurs. Et puis, il y a le dialogue avec Dieu. Et ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et le dialogue avec Dieu, c'est pour moi le passage de la confiance en soi en la confiance en la vie. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, expliquez-vous, Julien Charles. La confiance en soi, c'est de se dire, effectivement, j'ai les ressources pour aller de l'avant. La confiance en la vie, c'est de se dire, si j'ai une bonne discipline et que j'agis pour aller mieux, un jour viendra où la joie reviendra dans la vie. Et ce dialogue avec Dieu, c'est aussi dire que sur ce chemin, en fait, complètement inconnu, qui est un chemin de foi et d'espoir, Dieu, en fait, ne nous abandonne pas et on n'est pas seul. Ouais. Et ça a été très révélateur. C'est aussi grâce à vous, grâce à cette émission où j'ai rencontré les pères du sanctuaire de Montligeot. Et ça a été vraiment la dernière clé du chemin qui a amené finalement à retrouver vraiment ce goût de la vie, puisque je pense qu'avant, en fait, j'aimais la vie pour les plaisirs qu'elle m'apportait. Ouais. Aujourd'hui, je l'aime simplement. Tout simplement, avec son lot d'épreuves et de joie. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Effectivement, c'est-à-dire que j'ai vraiment conscience que la souffrance est effectivement inhérente à la vie. Alors bien évidemment, c'est inévitable, c'est insupportable, mais il est possible justement d'utiliser quelques ressources pour traverser ces moments et faire de ces moments de vie des moments où on célèbre la vie, même si parfois c'est très difficile comme chemin. J'ai presque envie de demander, merci beaucoup pour ce... vous êtes en train de nous dire que vous êtes en partie converti grâce à nous. Non mais merci Julien Charles. Non, mais je vous ai dit au début que les ressources, on les a tous en nous. Après, il y a un réveil. Voilà. Non, mais effectivement, l'éveil à la foi, et qui peut aider effectivement ô combien, qui peut guider même. Laurent Malo, ce fut votre cas ou pas? Une once de transcendance, de spiritualité, de rencontre avec quelque chose qui vous dépasse, ça vous a aidé à supporter, à traverser cette longue et douloureuse épreuve de la maladie de votre enfant, de votre fille? Alors, pas du tout. Enfin, en tout cas, dans cette forme-là, moi, je ne suis pas croyant et je ne l'ai jamais été, mais je suis d'accord pour une certaine foi. Et là où je rejoins Julien, à propos de la marche, de l'extérieur, en tout cas de la nature, ça permet aussi de se recentrer et donc de relativiser et de voir l'essentiel. Et quand on voit l'essentiel, ça permet aussi de mettre de côté tout ce qui est négatif, toutes les pensées négatives, des fois qui viennent de soi, mais qui viennent aussi des autres. Quand j'entendais parler des groupes de parole, ou en tout cas de l'extérieur, sur les dépressions,
il y a des tas de gens, on entend tous des gens qui disent mais bouge-toi, sors, ça va aller mieux. Et ça, c'est terrible à entendre. Catastrophique. En fait, quand on sort, on emmène ses problèmes, quoi qu'il arrive. Et il faut arriver à les résoudre avant. Et moi, j'ai eu ça, alors je ne sais pas si on peut l'appeler une fois, je ne sais pas, j'ai toujours eu cette part de confiance et d'arriver à relativiser, mais pour tout. Si on regarde sur Internet un protocole médical, on va s'effondrer parce que pour une simple grippe, pour un Doliprane, vous regardez qu'on peut avoir des super maladies, on peut en mourir. Et il ne faut pas tout écouter, il faut arriver à faire le tri des gens qu'on va écouter. Et là, on va aussi reprendre confiance. Et le fait de sortir, mais alors c'est paradoxal, c'est sortir et en même temps rester seul, sortir à l'extérieur, mais se retrouver seul. Et je trouve que marcher, la randonnée, la montagne pour ça, ou la mer pour certains, peu importe. En tout cas, cet univers-là qui vient d'être mesuré, c'est un réel déstressant. Très rapide, permet de voir l'essentiel et puis de toucher ou d'entrevoir une lumière au fond du tunnel, parce que souvent c'est là-dedans qu'on est dans un vrai tunnel, il faut arriver à en sortir à un moment. Et simplement voir cette lumière, ça fait du bien. Le pire, c'est de ne pas savoir, c'est quand on est dans le noir. Et là c'est horrible. Comme l'évoquait tout à l'heure Lily Groth. Ça vous parle, cette image du tunnel et de la lumière, Lily ? Oui, complètement, oui. Dans une de mes chansons en 2012, je disais vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Et c'est vrai que c'est un peu tout ce qu'on essaie de faire. Et malheureusement, quand la maladie, les épreuves arrivent, c'est fini tout ça. On range au placard et on essaie d'avancer jour après jour. Et moi, ma vie a changé le jour où j'ai compris que j'étais ma propre solution, parce que toutes les méthodes traditionnelles me proposaient d'apprendre à vivre avec mes douleurs et faisait un peu en effet de souffrir une fatalité. Et moi, ce que je voulais, c'est si mes douleurs n'avaient aucune cause structurelle, c'était m'en libérer définitivement en fait. Et c'est alors qu'un jour, en lisant un des livres du docteur Sarno, je me dis la vérité, elle est ailleurs. Et je pars en quête de réponses à mes questions. Et c'est là où je rejoins les deux autres invités, où j'ai commencé un peu un voyage au pays des douleurs chroniques, c'est-à-dire à lire énormément de livres, il y a énormément de bibliographies, énormément de choses écrites dessus. Mais à ce moment-là, j'étais certaine, j'entrevoyais le bout du tunnel parce que j'avais compris que j'allais pouvoir leur dire bye bye définitivement, qu'elles allaient me quitter un jour parce qu'il y avait des solutions. Et je me replonge dans mon mémoire d'art-thérapie que j'avais écrit en 2012 sous la direction du docteur Eric Nectou du CHU Lille, et où je me dis... où je lis l'art-thérapie fait partie des apports thérapeutiques des plus précieux dans la prise en charge de la douleur et de l'anticipation anxieuse de celle-ci. Et je me dis, mais la solution, elle est là. La solution, elle est dans la diversité des abords thérapeutiques et des outils thérapeutiques, et c'est ça qui va faire que je vais m'en sortir. Du coup, je participe à un essai clinique de la prestigieuse e-Center Clinic à Sydney, donc en vidéothérapie. Puis je me forme au Centre de psychologie de la douleur de Los Angeles, sous la direction d'Alan Gordon et de Ward Schubiner. Et c'est là en fait où j'ai eu finalement bizarrement mes plus grosses rechutes. Parce qu'à force d'essayer de me soigner était devenu mon obsession, guérir était devenu une obsession. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de guérir, où j'ai décidé de vivre, de revivre, je me suis dit que vivre pleinement, c'était savourer chaque instant, quel qu'il soit, même s'il est dans les épreuves, que j'ai commencé vraiment à avancer, à aller mieux. Et ça me fait penser à une des chansons que j'ai écrites qui s'appelle Apologie. Cette chanson, je l'ai écrite justement quand je visitais les hôpitaux et je faisais de l'art-thérapie, parce que j'ai rencontré une dame en fait qui avait 2 enfants et qui était en phase terminale donc d'un cancer. Et en fait, elle me disait, vous savez, Lily, la seule chose que j'aimerais bien, c'est que mon conjoint puisse rapidement trouver quelqu'un, puisse rapidement aimer et être heureuse sans moi, même si je serai toujours là, je serai toujours avec lui, mais qu'il puisse continuer son chemin de vie. Et que mes 2 enfants retrouvent vite excusez-moi, je suis émue en racontant, puissent retrouver une maman. Alors, ça ne sera pas moi, hein, mais ça sera une deuxième maman et on les aimera autant toutes les deux. Et je suis sortie, comme je suis là d'ailleurs, bouleversée de cette chambre d'hôpital. Le soir, la nuit, j'ai commencé à écrire. Le lendemain, en cours d'art-thérapie, j'ai fini la chanson. Et je me suis dit, ça, c'est la plus belle marque de confiance en l'avenir et surtout en l'amour. Et je pense que dans toute guérison, dans tout chemin de guérison, tout chemin de vie,
l'amour est au centre de tout. C'est l'amour qui nous fait avancer, l'amour de son prochain, l'amour de la vie, qui fait qu'on peut avancer. Et je rejoins complètement nos invités par rapport à la marche, puisque j'ai créé justement la méthode MBC. Parce que comme je partais dans tous les sens, je me noyais un peu dans toutes les thérapies qui existaient, j'ai décidé de créer mon propre protocole. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment réussi à avancer. Et c'est vrai que le premier sport, donc c'est MBC, Mind Body Connection. Et donc ça, voilà. Et ça retravaille vraiment justement la connexion entre le corps et l'esprit, puisque maintenant, donc à un moment, on a vraiment décidé de séparer. Il y avait le corps à soigner et la tête à soigner, et les deux entités, elles étaient bienvenue en séparées. France, pays cartésien. Et du coup, c'est vrai qu'on on a été à la limite de ça, et justement rétablir cette connexion, et notamment justement en effet par la marche, c'est des choses qui sont prouvées. Les neurosciences prouvent tout ça. Ouais. Laurent Malo, vous souhaitiez réagir à ce qui a été dit par Lily. Il y a beaucoup de choses à dire, mais tout à l'heure. En parlant d'avenir, c'est juste pour concrétiser un petit peu l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là quand on est plongé dans un drame. Nous, tout allait bien. On avait une fille de 2 ans et demi, une autre de 6 ans. Franchement, c'était la vie rêvée. Tout marchait bien. Et du jour au lendemain, puisque ça s'est fait en 24 heures. En 24 heures. Le matin, on venait de fêter Noël. C'était en début janvier. On avait fêté Noël il n'y a pas longtemps. Le matin, tout allait bien. Le soir, on était à l'hôpital Trousseau. Et on savait qu'on allait y rester pour 5 semaines. Donc, à ce moment-là, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, c'est qu'on perd la notion de l'avenir. On n'y pense pas, en fait. Avant, on avait des projets, on savait ce qu'on allait faire dans 6 mois, on pensait vacances, on se projetait. Là, on n'arrivait pas à se projeter au-delà de 24 heures. Et c'était un maximum. 24 heures, ça voulait dire, puisqu'on allait une fois sur 2, on passait la nuit à l'hôpital Trousseau, donc on ne pensait que le lendemain, c'est-à-dire c'est autour de qui d'aller à Trousseau. Donc il faut aller acheter un repas dans les rayons pas bons de chez Carrefour, qui prend le train, qui prend la voiture, et ça s'arrête là, c'est 24 heures, pas plus. On ne se projette pas à 48 heures, et encore moins une semaine. Et on commence, et c'est pour ça que moi je parle de tunnel, on commence à en sortir quand on commence à se projeter. Nous, ça a mis 8 mois quand on nous a dit il y aura école. Est-ce qu'elle va retourner à l'école ? Et là, on s'est dit, s'il y a école, ça veut dire qu'il se passe des choses, ça veut dire qu'on va projeter. Mais voilà, au départ, c'est pour ça que c'est hyper difficile de comprendre les gens qui sont plongés dans des drames très récents comme ça. C'est que, en tout cas, moi, c'était le cas, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne voit pas plus loin que le lendemain. On est abasourdi. On est sous l'eau, comme on dit. Voilà, sous l'eau, c'est tellement pesant que voilà, on ne sait pas où aller, on ne sait plus avancer, quoi. C'est Julien Charles, c'est ce qui enfin, ça nous attend au tournant, tous un peu plus ou moins d'une façon ou d'une autre, ce genre de tunnel, petit ou grand, mais enfin. Mais ça me replonge en fait dans cette année de deuil assez douloureux. J'avais en fait collé une fiche A4 dans ma chambre, et tous les matins, je me levais, je faisais un bâton, comme pour dire une journée de passé. Wow. D'ailleurs, dans le livre, je dis enfin 200 jours de passé. Et il y a vraiment cette notion du temps, en fait, qui est propre aux personnes endeuillées, malades. Dans le drame, comme dit Laurent. Oui, qui est en fait le temps s'allonge et à la fois se rétrécit. Ça veut dire quoi, ça, le temps s'allonge et se rétrécit ? C'est-à-dire que le temps de solitude peut vous paraître horriblement long, puisque vous êtes envahi par toute une forme de pensée négative. Et puis parfois, quand vous voyez quelque chose de beau, quand vous vous baladez dans la nature et que vous voyez un arbre, d'un seul coup, ce moment s'estompe très rapidement, puisque les vagues d'angoisse reviennent. Mais je voulais quand même remettre une note d'espoir, parce qu'on parle de confiance aussi. Et je disais tout à l'heure, en début d'émission, que l'épreuve, finalement, peut nous inviter à plonger dans les profondeurs et nous faire renaître. Et
Et je pensais à Frida Kahlo, parce que Frida Kahlo, c'est un peu un modèle, en fait, pour donner de l'espoir aux auditeurs. C'est-à-dire qu'elle a été empalée à 18 ans, puisqu'elle s'est fait rentrer dedans par un tramway. Et donc, elle a souffert toute sa vie de douleurs insupportables. Et à la fin de sa vie, les douleurs étaient vraiment invivables. Et pour autant, sur cette dernière œuvre figure en lettres majuscules rouge sang « Viva la vida », vive la vie. Et en fait, la souffrance, finalement, lui a permis de développer un appétit de vivre incroyable et surtout a donné naissance à une œuvre picturale singulière. Et dans mon cas, les épreuves, dont je me serais bien passé, mais après coup, je note bien qu'elles m'ont donné une énergie pour aimer et pour créer. Une nouvelle énergie, en fait, en quelque sorte. Une nouvelle type d'énergie. Exactement. Un nouveau rapport au monde, aux autres et à l'amour. Celui qui chante, de Michel Berger. Il chante la vie, évidemment. À tout de suite. Celui qui chante son histoire, à notre histoire, au fond de lui. Celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandir et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante devient si fort que rien au monde ne peut l'atteindre. Celui qui chante a des regards de vrai bonheur au fond des yeux. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante dans l'amour, celui qui chante dans la nuit, celui qui chante dans sa tête à lui. Celui qui chante dans l'amour, celui qui chante dans la nuit, celui qui chante dans sa tête à lui. Et voilà pour Michel Berger, on se retrouve de retour dans ce studio. Comment trouver la confiance en soi face aux épreuves, ou même on pourrait dire au cœur de l'épreuve. Ça commence là en fait. Quelle attitude adopter? On en parle avec mes trois invités. Quelle attitude adopter? On fait bien ce qu'on peut chacun, mais c'est justement intéressant d'évoquer, d'échanger autour des témoignages de chacun. Lily Rhode qui est avec nous, j'ai mal mais je me soigne. Son parcours, son histoire, souffrir n'est pas une fatalité aux éditions City. Laurent Malo qui est écrivain et qui a traversé la maladie de sa propre fille il y a quelques années, qui s'en est sortie d'une leucémie foudroyante, qui vient avec son nouveau roman Monsieur Antoine chez XO, et puis enfin Julien Charles
Et nous irons voir l'Everest, Journal vers l'espoir, un journal intime qui est le sien chez Erol et qui l'a aidé justement à dépasser le décès de ses parents. Julien Charles, effectivement, on évoquait ensemble à l'instant, avant de nous séparer quelques minutes, ces armes que nous avons en nous, au fond, ou au-dessus de nous, qui s'appelle Dieu, pour ceux qui ont la chance, la grâce de l'avoir rencontré dans leur vie et au cœur de l'épreuve. Bien souvent, cela arrive, qu'on rencontre comme par hasard Dieu, au moment où on ne voit pas au-delà de 24 heures. C'est ce que vous évoquiez à l'instant. Et moi, j'avais une question pour vous tous autour de cette table, et Lily Rode en ligne. Laurent Malo, c'est vrai que souvent, ou Lily Rode, vous ne nous avez pas dit votre rapport à la spiritualité éventuellement dans cette histoire qui est la vôtre. Quand on ne voit pas, quand on est vraiment au cœur du drame, dans l'incertitude, dans l'inconnu, on vit au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine, les coups des petits bâtons de Julien Charles. Vous, c'était quoi? Quelle a été votre je sais pas, est-ce que votre ressource, est-ce que ça a été peut-être aussi la spiritualité dans un sens? Alors, dans mon livre, je dis que j'en voulais même à Dieu à un moment, puisque je dis j'ai toujours mené ma vie avec honnêteté, alors pourquoi moi? J'ai eu ce gros passage à vide de me dire, voilà, je suis quelqu'un d'honnête, qui a toujours été engagé pour l'autre, tourné vers l'autre, pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai vraiment eu cette dualité de à la fois vouloir continuer à croire, puisque j'ai eu une éducation catholique et que... alors, je ne sais pas trop en quoi je crois, mais je crois qu'il y a une entité qu'on appelle, selon les religions, différemment, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous protège et qui veille sur nous. Ouais. Après, j'en discute souvent avec mes étudiants qui sont d'un peu partout, donc de différentes confessions. Et c'est vrai qu'on se retrouve, par contre, quelle que soit la confession, on se retrouve sous la même égide de dire que voilà, on a quelque chose au-dessus de nous. Qui nous permet de trouver par moments une résilience qui serait impossible à trouver autrement. Je cite sur le passage dans mon livre sur la gratitude, je cite différentes personnes, dont le pape Jean-Paul II qui se précipite pour aller pardonner à son agresseur, bourreau, ou à son agresseur. Je parle de Maïti Gartner aussi, qui pareil a vécu un véritable enfer pendant la guerre et qui ensuite souhaite pardonner. Je pense que pour moi la spiritualité c'est ça, c'est trouver au-delà de la souffrance, au-delà des épreuves, le courage de pardonner. D'ailleurs, j'ai écouté des autres émissions et ça m'a beaucoup inspiré aussi, où vous parliez justement du pardon. Et je pense que c'est ça, la spiritualité, c'est quand on arrive à trouver au fond de soi le courage d'être pas le courage, mais la paix. Ouais. Quelles que soient les épreuves, garder cette paix intérieure, comme une petite coque de noix, un petit bateau au milieu de la tempête, réussir à garder la foi, alors qu'elle soit religieuse ou uniquement spirituelle, mais à garder cette foi en l'avenir. Laurent Malo aussi, ça se reproduisait. Non, pas si ça se reproduisait, mais avez-vous changé de rapport à l'épreuve? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça vous a appris au fond, cette gestion, cette traversée du tunnel, comme vous l'avez eu, traversée, vécu? Qu'est-ce que ça vous a appris pour l'avenir, au fond, si ça, pour les autres épreuves éventuellement qui pourraient subvenir sur votre chemin? Ce que ça m'a appris, c'est justement à relativiser. Aujourd'hui, je ne vois plus la vie de la même façon. C'est vrai, ça. Forcément, oui, quand on est passé à côté de l'enfer, ce que j'avais dit au professeur quand il a déclaré qu'elle était guérie, je l'ai remercié. Je lui ai dit, c'est pas une vie que vous avez sauvée, c'est 3 et peut-être plus. Je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Et donc, oui, la vie aujourd'hui, je relativise. Il y a des problèmes plus petits, ils n'ont même pas lieu d'être. Finalement, on arrive à les classer. C'est au moins ça qui est intéressant, que j'ai gagné. Julien Charles, vous diriez quoi, vous, finalement, aujourd'hui, votre rapport à l'épreuve? Moi, j'ai appris 2 choses. La première, l'art de bien souffrir. C'est étrange de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que moi, j'étais, je pense comme beaucoup de monde aujourd'hui, avec l'avènement de la psychologie, du développement personnel, un peu la course au bonheur, à la joie. Donc, on apprend, bien sûr. Alors ça, il y a plein de manuels. On vous apprend à bien vous aimer,
D'ailleurs, on est dans l'amour de soi, hein, pas de l'amour en soi. Et puis, mais on vous apprend pas à bien souffrir. Et donc, ce qui fait que la souffrance, on est tous un petit peu démunis. On est démunis. Et puis surtout, on veut la fuir. On n'est pas du tout, en fait, on n'arrive pas à l'éprouver. Ouais. Et effectivement, on peut changer de regard. Voilà, j'ai lu les évangiles et puis d'autres textes. Et on voit bien que finalement, la souffrance, ça rejoint ce que je dis sur l'acceptation. En fait, à partir du moment où on accepte, ça ne réduit pas la douleur. Mais comprendre ce qu'on vit, s'arrêter et observer, et comprendre ce qui se joue en nous, c'est considérable. Et ça fait toute la différence. Et la deuxième chose, c'est finalement la façon aujourd'hui dont je chéris la vie au jour le jour. C'est-à-dire que... Non, vous êtes revenu finalement au bâton, mais avec un autre, au petit bâton que vous... Oui, mais alors... Dans l'autre sens. Oui, mais les bâtons, je m'appuyais dessus. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de mettre de bâton. En fait, je vis la journée et en fait... je célèbre la vie, mais de façon très très simple. C'est-à-dire que moi j'ai découvert ce que c'était que l'instant présent. Quand je suis avec quelqu'un, d'avoir vraiment d'être là et de soigner, en fait, soigner l'autre, soigner ce qui m'est accordé. Voilà. J'ai vraiment conscience aujourd'hui, finalement, d'être un privilégié parce que je suis en vie, en bonne santé, et j'en profite. Voilà. Et avant, je passais complètement à côté de tout ça. Voilà. Ouais. C'est un peu le... je pense qu'une rupture, l'épreuve, en fait, casse un peu un côté je veux réussir ma vie. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça casse tout ce qu'on met derrière réussir sa vie. Ouais. En fait, il y a réussir sa vie et puis il y a vivre. Tout simplement. Ouais. Et être Vous avez appris la même chose, Lily Rose, cette présence à la vie et au monde, ça vous parle ? Apprise dans l'épreuve ? Oui, c'est sûr que c'est savourer chaque instant, quel qu'il soit. Dans les épreuves, c'est vrai que, par exemple, quand j'étais toute seule avec ma fille qui faisait d'énormes terreurs nocturnes, les nuits paraissaient tellement longues, le lendemain, je ne dormais pas, je faisais nuit blanche sur nuit blanche parce que j'étais seule avec elle, le lendemain, il fallait que j'aille au travail, et j'avais les 2 grands aussi ados à s'occuper, je n'en pouvais plus. Et pourtant, je suis tombée un soir, bien évidemment, j'attendais, je suis en train de la bercer, je suis en train de m'endormir à moitié, et puis je scrolle un peu Facebook en même temps. Et je tombe sur une maman qui explique qu'elle est en train de veiller son enfant, puisque elle attend du jour au lendemain, c'est son dernier souffle. Et là, je me suis dit, et toi, tu te plains parce que juste elle dort pas. Elle finira bien par dormir, hein, elle va pas ne pas faire ses nuits jusqu'à 18 ans, hein, ça va passer, ça. Hein, c'est des périodes. Hein. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec l'invité précédent, on apprend à relativiser. Quand on passe par justement, il disait, quand on touche le fond, alors c'est vrai qu'on se dit toujours, il y a encore un fond plus bas que le fond, mais quand le fond plus bas que le fond est atteint, c'est vrai qu'on voit la vie complètement différemment. On l'accueille vraiment comme un cadeau pour ce que c'est. En fait, c'est un cadeau, la vie. Dans une de mes chansons, je dis « Tant que Dieu nous prête vie », c'est vrai que la vie, elle nous est prêtée. Elle est belle, cette phrase, j'aime bien aussi. Voilà, elle nous est prêtée, c'est pas un dû, on n'a pas la chance, voilà, c'est pas une possession, et il faut en faire le meilleur jour après jour et profiter de chaque instant et de réaccorder du temps aux petites choses. Je suis professeure de méditation aussi et je fais ce qui s'appelle la méditation de la tasse de thé. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où on fait tout vite, tout va vite, on boit son thé en scrollant Facebook, en faisant autre chose, en répondant à un mail, en étant à moitié assis sur sa chaise. Et juste reprendre le moment, 5 minutes par jour, de se dire ce thé, je vais l'apprécier, je vais le goûter, je vais en sentir son odeur, je vais regarder sa couleur, je vais observer quelle influence ça a sur moi, qu'est-ce que je ressens quand je le bois. Juste faire ça, c'est se réancrer dans le présent. Et quand on peut se réancrer dans le présent, ça ne nous empêche pas de regarder le passé et de s'en servir. Et ça ne nous empêche sûrement pas de nous projeter dans le futur, mais on le fait complètement différemment. J'allais demander à Julien Cherle, effectivement, si vous voyez un peu les choses de la même façon. Oui, en fait, mais complètement. Le retour aux choses simples, essentielles.
En fait, ça se fait assez naturellement. C'est vrai qu'il y a des valeurs aujourd'hui qui ne sont pas les valeurs vedettes de la société, hein. L'honnêteté, l'ouverture aux autres. Et on redécouvre un petit peu tout ça. Et puis, non, en fait, en écoutant Lily, j'ai vraiment... Il y a un truc qui m'est venu en tête. Je vous parlais de vivre, mais je pense que quand on arrive à sortir de ce chemin un peu ténébreux, en fait, il y a un truc qui se fait, c'est qu'on s'abandonne à la vie. Et ça, c'est très christique, hein. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que l'abandon à la vie, c'est-à-dire se dire qu'en fait, on ne maîtrise pas sa vie. Il y a vraiment un deuil qui se passe à ce niveau-là. Quand je parlais de réussir sa vie, voilà, on n'a pas le contrôle. Et donc là, c'est un peu la grosse crise de sens. Et là, vous rentrez dans quelque chose d'ouverture, en fait. C'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'amour et à je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau, c'est le mystère de la vie. Voilà. Ça peut faire une belle conclusion de cette émission. N'est-ce pas, Laurent Malo, vous diriez quoi, vous, finalement pour apporter un peu aussi d'optimisme, on n'est pas obligé de passer par le drame non plus. Là, on dirait que on en a tous vécu. Hein, mais je voulais pas du tout transmettre cette idée-là dans l'émission, bien évidemment. Je crois que j'ai toujours été un contemplatif. J'ai toujours eu ça. Sûrement que ça m'a aidé pour l'épreuve que j'ai traversée. Mais moi, très jeune, moi, je pouvais regarder 1 mètre carré d'herbe. Ça m'intéressait, un arbre. Et écrire, c'est aussi ça, aussi pouvoir écrire des romans. Il y a un côté, puisque c'est très long à écrire, c'est prendre le temps, c'est s'arrêter, c'est contempler une scène, ce qu'on va raconter. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Je pense qu'il y a des gens optimistes, il y a des gens pessimistes, il y a des gens qui se raccrochent. Plus que d'autres. Oui. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, la vie qui va vite, la télévision, le scroll, tout ça, ça aide pas à s'arrêter, à contempler, mais je crois qu'on peut le faire et sans drame. Eh bien, je vous remercie infiniment, chers amis, chers invités du jour. Merci Laurent Malo et Monsieur Antoine, pardonnez-moi, chez Exo, à découvrir dans les bonnes librairies, ainsi que le livre de Julien Charles, Nous irons voir l'Everest, journal vers l'espoir chez Erol, ainsi que Lily Rhodes, Votre combat, j'ai mal mais je me soigne, souffrir n'est pas une fatalité chez City. Merci les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je dis bon carême à tous, mais vous n'êtes pas obligés de me répondre la même chose, mais moi je vous souhaite quand même un bon carême. Voilà. Et bon carême Marie-Ange.